Bonjour, vous regardez l'émission Période d'essai qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Edegamassou qui est co-autrice avec ses collègues de l'ouvrage Management en série, saison 1, scénariser, produire, mettre en scène le management avec les séries télévisées. Claire, bonjour. Bonjour Jem. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours qui vous a mené à ce projet collectif? Avec plaisir. Tout a commencé par des échanges sur Twitter, à l'époque où c'était encore Twitter, entre donc 4 collègues. Mathias Spierglas, qui est un collègue de l'université par Gustave Eiffel, alors que moi je suis de Paris-Est-Créteil, mais on est du même laboratoire, l'Institut de recherche en gestion, et Romain Pironnet, qui est de l'université de Lorraine, ainsi que Florent Giordano de l'université de Reims. Donc on échangeait de façon relativement informelle autour de la publication d'un petit ouvrage de développement personnel qui, on va dire, utilisait le nom d'une série pour parler de management. Et on regrettait ensemble, en fait, le fait que les recherches en sciences de gestion n'arrivent pas à avoir ce genre, on va dire, de portée médiatique. Et de fil en aiguille, un peu plus à l'initiative peut-être de Mathias Spierglas, qui avait déjà une expérience de construction d'un cours en ligne sur Casa de Papel, qui a abouti à la publication d'un ouvrage en 2023. On a commencé à se dire qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en sciences de gestion, puisqu'il y avait déjà en fait des initiatives de ce type et la construction d'un champ de recherche en philosophie, par exemple, autour de Sandra Logier. Et donc, on a proposé à mon laboratoire et à celui de Mathias Spierglas, donc l'Institut de recherche en gestion, d'organiser le premier colloque sur le management et les séries télé, avec dès le début cette idée que ça ne serait pas le dernier. Donc, on l'a appelé saison 1. Et cet ouvrage, en fait, avec le dossier spécial aussi qui est dans la revue Saison, publié chez Classique Garnier, c'est le résultat du processus en fait, qui a amené à l'organisation de ce colloque, la sélection des communications, et ensuite le travail éditorial pour valoriser un certain nombre de ces communications. Alors moi, il y a un extrait qui m'a marqué et que je me permets de lire, qui est issu d'un article que vous avez coécrit et qui figure dans l'ouvrage. Les séries télé entretiennent de longue date un lien riche avec le réel, notamment du fait de leur diversité. Qu'elles soient historiques, uchroniques, inspirées de faits réels ou de science-fiction, les séries peuvent être le reflet, la réécriture ou l'anticipation de temps et d'espace caractérisés par des pratiques, des valeurs, une vie sociale, des individus qui interagissent et travaillent. Il n'est donc pas étonnant que les fictions télévisuelles puissent constituer un corpus d'intérêt pour les sciences de gestion et du management. Alors, qu'est-ce que peut être l'apport des séries télé dans l'appréhension des questions liées au monde du travail? Alors, l'intérêt des séries télé spécifiquement, au côté, on va dire, en complémentarité de ce que peut apporter aussi le cinéma. Il y a déjà eu des travaux de recherche sur la figure du manager, par exemple, au cinéma, par Ève Lamandour. L'intérêt des séries télé, c'est premièrement de donner du temps long. Donc de permettre de voir évoluer les interactions entre les personnages, entre les membres d'une organisation, de voir évoluer y compris l'organisation dans laquelle s'inscrit l'action. Et donc ce temps long, en fait, il n'est pas forcément donné à voir donc, dans d'autres fictions et pas forcément aussi dans les enquêtes qu'on peut mener dans nos travaux de recherche habituels qui souvent sont limités à la temporalité de la recherche en vue d'une valorisation, d'une publication. Et il est assez rare qu'on puisse suivre sur une très longue durée ce qui se passe pour des acteurs et pour une organisation. Ensuite, donc cette profondeur du temps, elle est associée aussi à j'allais dire une profondeur, mais c'est plus un caractère circulaire à 360, le potentiel de vision à 360 des actions qui peuvent être développées et menées par une organisation ou par des acteurs. C'est-à-dire que la série permet dans certains cas, c'est pas toujours le cas, mais de montrer ce qui est caché et de montrer différents lieux, différents endroits et différentes actions qui vont produire une même intrigue. Ce qui n'est pas non plus possible quand nous, enfin pas toujours, rarement, quand nous menons nos travaux de recherche. Et troisième dimension, c'est aussi le fait de pouvoir donner la même importance, ou en tout cas mettre en perspective différents pans de la vie des personnages, la vie personnelle, la vie privée, et de pouvoir donner à voir la façon dont ces dimensions-là peuvent interagir les unes avec les autres. Donc et évidemment, il y a aussi une dimension plus cinématographique de pouvoir donner réellement à voir les gestes du travail, ce que font certaines séries, pas toutes, mais je pense en particulier à la série Hippocrate, je pense que j'y reviendrai. Et cette possibilité-là, qui existe aussi au cinéma, elle s'ajoute à toutes les autres, c'est-à-dire pouvoir le montrer, y compris dans le temps, y compris dans l'apprentissage, y compris dans l'évolution des personnages.
Alors, on va entrer dans le vif du sujet et on va commencer par la santé, peut-être pas par Hippocrate, mais par la série Dr House. Ouais. Et donc, ce personnage de House, qui est un médecin qui est tyrannique, en tout cas souvent tyrannique, avec les patients, mais aussi avec ses équipes. Et vous dites dans l'ouvrage que la série permet de démontrer l'importance de la prise en compte des émotions par le management. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors c'est effectivement, le propos de Catherine Maman, qui est une collègue de l'université Gustave Eiffel, qui a rédigé ce chapitre et qui, l'aborde en fait sous l'angle du management authentique. En disant que finalement les émotions ont souvent été laissées de côté, dans la recherche en général, c'est-à-dire que l'idée que les émotions sont le support à la cognition commence à être admise, même bien qu'elle ait été démontrée il y a longtemps. Première chose, et en management, parce qu'il y avait toujours un peu ce modèle du manager rationnel et qui manage en fonction des objectifs et regarde ses moyens pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. En défendant l'idée d'un management authentique, ce qu'elle défend, en défendant Dr House du coup, c'est l'idée que en refusant le mensonge, en étant finalement une espèce de personnage tout le temps en quête de vérité, au mépris parfois des codes et parfois du respect de l'autre, il est toujours au service de l'efficacité de son action, donc de l'efficacité du soin. Donc tout ce qu'on peut reprocher à Dr House, c'est vrai, mais il faut toujours reconnaître qu'il est bon. Il soigne, il diagnostique bien. Et donc quelque part, cette capacité à atteindre des objectifs pourrait laisser accepter en fait des comportements tyranniques et plutôt répréhensibles. Donc c'est un propos qu'elle modère un tout petit peu sur la fin du chapitre pour dire qu'effectivement c'est quand même mieux, y compris quand on adopte cette posture-là de manager authentique qui fait appel aux émotions de l'autre pour être dans la vérité de ce que chacun peut apporter au travail, y compris dans ce cadre-là, il y a quand même parfois des limites à ne pas dépasser. Évidemment, la licence artistique permet, y compris peut-être de romantiser un peu cette posture de ce médecin et d'accentuer le fait que, de toute façon, il ne cherche pas à être aimé puisqu'il est admiré, tout le monde a confiance dans ses capacités. Mais c'est l'occasion quand même, à travers ce personnage, donc pour cette collègue, de mettre en valeur cette idée que les émotions ont leur place dans le travail, dans le management. Elle n'aborde pas la question des exigences émotionnelles, donc de l'écart qu'il peut y avoir entre les émotions qu'on doit montrer au travail dans certains métiers, en particulier féminins, et ce que la personne ressent réellement, qui eux peuvent être néfastes pour la santé des personnes. Mais en tout cas, elle amène cette idée qu'on ne peut pas finalement penser les relations de travail et penser le management sans, à un moment donné, penser le rôle des émotions dans ces rapports-là. Et donc House serait un manager authentique. J'ai l'impression que le personnage a eu du succès, puisque je pense à la série Good Doctor aussi, qui, alors c'est un profil un peu différent, mais qui se retrouve avec House dans ce côté un peu authentique. Je vous dis toute la vérité. Oui, alors je n'ai pas vu cette série, hein. Mon collègue Mathias Perrias m'en a parlé, il m'a dit qu'il fallait absolument que je la regarde, surtout si je voulais continuer à travailler sur les séries en santé. Mais je retiens quand même un travail qui avait été mené par Martin Winkler à une époque sur la série Dr House, où il disait bon, déjà qu'elle est inspirée de Sherlock Holmes, et donc il y a toute cette filiation littéraire, mais aussi qu'en fait le bon médecin, c'est pas House tout seul, c'est House et les équipes qu'il arrive à constituer. Ce qui, au passage, rappelle que il arrive à bien choisir avec qui travailler pour justement compenser aussi ce qu'il n'est pas forcément capable de faire, à savoir parfois avoir de l'empathie pour les patients. Alors, on va changer complètement d'univers, on va passer au monde du rap, avec la série Validé. Et le monde du rap, il devient un véritable laboratoire du pouvoir et de la réussite. Alors, on y parle de rivalité, de stratégie, mais aussi de fidélité et de collectif, comme ce qu'on évoquait pour House et ses équipes. Qu'est-ce que la série Validé nous dit du management dans les milieux créatifs, où les rapports de force se jouent souvent, alors autant sur la loyauté que sur la reconnaissance symbolique? Alors là, vous faites référence effectivement au travail qui a été mené par Tariq Shakor, qui est un maître de conférence à l'université Aix-Marseille, et qui,
à côté de son métier d'enseignant-chercheur, a développé une activité dans le milieu du rap avec des rappeurs, hein, donc avec une agence qui s'appelle La Firme, donc il a une connaissance vraiment très, très fine du terrain et en particulier de la dimension collaborative, partenariale, qui peut exister à certains moments, en tout cas de la vie et de la carrière d'un rappeur. Donc ce qu'il développe dans ce chapitre, c'est l'idée que l'entrepreneuriat dans le milieu artistique, créatif, il peut être, on va dire, en dehors du monde du rap, c'est un peu comme ça qu'il le dit à la fin, considéré comme un équilibre difficile pour un artiste, puisqu'il y a d'un côté les émotions, la sensibilité, et de l'autre les contraintes économiques et le caractère concurrentiel. Il a l'air de dire que finalement dans le rap, c'est quelque chose qui converge assez bien dans la mesure où la sensibilité artistique intègre en fait cette idée d'univers compétitif et concurrentiel dans lequel il faut se battre pour y arriver en quelque sorte. Néanmoins, quand bien même on serait dans ce rap game défini finalement par ce caractère compétitif et concurrentiel, les stratégies développées par les acteurs, les stratégies entrepreneuriales, peuvent osciller entre des périodes de compétition pleinement assumées, et où chaque acteur individuellement cherche à mobiliser des moyens pour atteindre ses objectifs, et des moments de collaboration, de partenariat, qui font du coup naître effectivement du collectif et qui viennent marquer de nouvelles étapes dans la trajectoire de l'artiste. Donc c'est l'idée qu'il n'y a pas une règle une recette de réussite pour un rappeur entrepreneur, mais qu'en fonction de ce dont il dispose à certains moments, il va choisir, on va dire, d'y aller seul ou de se mettre en partenariat avec d'autres afin d'atteindre ses objectifs. Et c'est vrai que médiatiquement, on met, j'ai l'impression, plus en avant l'aspect rivalité et le côté un peu trash, entre guillemets, du rap game, comme vous dites. Alors, encore une fois, on a un article qui, à la fin, mitige un petit peu le propos. Oui. J'en profite pour souligner que tout l'ouvrage, et c'est très agréable, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et construit de façon un peu singulière, c'est-à-dire c'est la saison 1, vous n'avez pas une table des matières, vous avez un générique, donc voilà, il y a tout un jeu aussi, chacun des articles est présenté comme un épisode d'une sorte de saison interne à l'ouvrage, et c'est très agréable. Est-ce que ça a été un choix collectif de donner cette forme-là très singulière à cet ouvrage ? Oui, c'était vraiment un choix assez naturellement en fait, hein, de se dire que on avait ces codes-là de la série, de l'idée d'arc narratif, de l'idée de récurrence et en même temps de faire se développer quelque chose que nous ne maîtrisons pas totalement, même si nous étions les 4 showrunners de départ, de saison en saison, d'autres sont venus, on en est très heureux, parfois certains s'en vont, se mettre en retrait puis reviennent, et c'est ce qui fait à la fois l'originalité et la richesse en fait de toute la démarche, parce que chacun à chaque saison apporte un regard, de nouveaux matériaux. Et là, on en est à la 4e saison qui est en préparation à Orléans en avril prochain, avec en plus une thématique cette année, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, c'est autour du patrimoine. Donc voilà, ça c'est notamment cet événement-là qui fait que on s'ennuie jamais dans les séries, parce que même si les personnages sont récurrents, il y a aussi du nouveau. Il y a un peu de changement. On va parler, Claire, de la série The Office, hein, qui connaît un énorme succès. Dans The Office, voilà, on rit du manager, de ses maladresses, de son ego, de ses contradictions. Est-ce que cette comédie, finalement, elle traduit une perte de respect pour la figure d'autorité, ou au contraire, est-ce que c'est pas une forme de réconciliation avec la part humaine, faillible du management, d'autant que c'est une série qui plaît beaucoup à la génération Z, comme on la qualifie? Oui, alors effectivement, cette série a fait l'objet de 2 travaux, hein, dans le dossier de la revue Saison, et un chapitre dans l'ouvrage, donc par Erwan Boutigny et Sophie Renaud, qui ont fait une expérimentation avec justement des étudiants de la génération Z pour voir comment leur perception de la motivation de travail pouvait évoluer après un visionnage d'un épisode de la saison 8, sauf erreur, de la version états-unienne de la série. Alors sur la question du rapport au manager, en fait, alors j'ai l'impression que la série joue un rôle d'exutoire.
qui permet de rire des travers les plus grossiers, on va dire, des managers. Mais j'avoue que je m'interroge sur le fait que ça ne soit pas justement lié à une persistance du respect de l'autorité. C'est-à-dire que ce qu'on se permet devant sa télé, devant son petit écran, enfin, devant son téléphone, puisque maintenant les télés disparaissent, on ne se le permet pas forcément vraiment au travail. C'est-à-dire que moi, j'attends encore qu'on me démontre que la génération Z a vraiment, de façon massive, de façon homogène, cette distance et ce regard critique par rapport au rôle de manager. J'en suis pas totalement convaincue. Donc ce serait un rôle cathartique de la série finalement, Oui. Qui canaliserait ces émotions. Je vois plutôt ça comme ça, en effet. On va parler d'une autre série à très grand succès, Game of Thrones. Le livre y consacre un chapitre, un épisode, si je peux me permettre. Qu'est-ce que peut nous apprendre la série Game of Thrones sur le management? Alors, ce que Émilie Ruiz a fait avec cette série, c'est un cours. Elle a construit un cours. Alors, évidemment, son cours avait d'abord des apprentissages théoriques, mais elle a fait travailler ses étudiants de DUT GEA à l'époque, gestion des entreprises et administration, mais aussi en LEA. Donc ça, c'est plus dans le numéro spécial de la revue Saison qu'on le voit, sur les familles en fait de la série Game of Thrones comme des études de cas. Et donc, en fait, ce que ça apprend, c'est la question de base d'une organisation, c'est est-ce qu'on va durer? Et c'est à cette question-là qu'elle invite ses étudiants à répondre. Comment cette famille a fait pour durer ou ne pas durer? Comment est-ce que sa pérennité s'est construite ou ne s'est pas construite? Avec quelles ressources, donc avec quels facteurs de contingence et, externes, et avec quel aussi leadership, avec quels choix managériaux faits par les membres de la famille. Donc c'est vraiment une réflexion sur la stratégie et le management. Donc c'était un cours de sociologie des organisations et de management. Et alors évidemment, je ne peux pas vous dévoiler, elle présente succinctement les concepts qui sont illustrés, mais c'est évidemment une dimension qu'on voit quand on a ces notions-là en tête, quand on regarde la série. Moi, je ne l'ai pas vue en entier, mais c'est des choses que tout le monde comprend, on va dire, dans le monde de l'enseignement et de la recherche, en sociologie ou en management, ce qu'elle a pu y voir. Arriver à le faire voir à des étudiants, là, c'est une autre prouesse, c'est ce qu'elle met en évidence. Alors, justement, Claire, si on se concentre un peu sur cette question de l'enseignement, est-ce qu'il y a une évolution, vous, que vous constatez dans l'utilisation qu'on peut faire des séries, des films? Est-ce que c'est de plus en plus plébiscité? J'imagine que ça marche bien avec les élèves. Alors, c'est parce qu'on est parti de cette hypothèse c'est notamment parce qu'on est parti de cette hypothèse que le colloque a été créé, qu'on se rendait bien compte qu'à droite à gauche, les uns les autres, on essayait d'utiliser ce matériau-là parce qu'on part de l'hypothèse que ça peut intéresser les étudiants. Et là, il y a un petit paradoxe qui naît, puisque c'est en 2e ou 3e saison que le collègue Johan Le Goff a questionné le fait d'utiliser une série qui n'est pas connue des étudiants, voire qui vient d'une époque qui les désarçonne un peu. Et ce que soulignait d'ailleurs déjà aussi Émilie Ruiz, que quand elle a proposé Game of Thrones à ses étudiants, eux étaient parfois enfants quand ça a été diffusé, ne pouvaient clairement pas voir la série. Et donc il y a un décalage entre ce que l'enseignant ressent émotionnellement, parce que c'est avec ça aussi qu'on fait ces choix-là, et qu'on utilise les séries, et ce que les étudiants, eux, peuvent en ressortir. Donc oui, il y a de plus en plus, surtout il y a de plus en plus de séries, donc de plus en plus de matériaux potentiels. Il y a une diversité de façons dont on peut les utiliser. Enfin, je mentionnais tout à l'heure le travail sur The Office. C'est vraiment une méthodologie de recherche qu'ils ont mis en œuvre, et en même temps, donc pour essayer de comprendre ce que les étudiants voyaient comme levier de motivation, et si ces représentations changeaient ou non après le visionnage d'un épisode. Et donc c'est vraiment de la recherche à la base, mais c'est aussi un outil pour faire comprendre aux étudiants un certain nombre de notions. Donc il peut y avoir les deux effets. En tout cas, on a encore bien des choses à imaginer, je pense, dans le domaine. Alors, on va passer maintenant à la série Breaking Bad et alors un spin-off issu de cette série, donc Better Call Saul, qui est l'avocat du personnage dans Breaking Bad. Là, on a affaire à des figures qui transgressent les règles, qui sortent du cadre. Est-ce qu'il faut y voir l'expression d'un désir d'autonomie dans le monde du travail? Alors, effectivement, c'est Guillaume Detchenick qui a étudié la série Breaking Bad dans l'ouvrage, et il la prend comme exemple en fait de ce qu'il appelle l'upside down organisationnel, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques illicites, non éthiques, illégales,
qui peuvent se trouver à la fois dans des organisations elles-mêmes illégales, illégitimes, mais aussi dans des organisations tout à fait légales et ayant pignon sur rue. Et donc cet upside down organisationnel, pour le coup, il est étudié parfois en recherche, mais assez peu, pour des raisons évidentes parfois d'accès au terrain et de sécurité. Et les séries donnent l'occasion d'aller y voir soit les mêmes phénomènes que ce qu'on peut observer dans les organisations habituelles, soit des réinterprétations, on va dire, de ces phénomènes-là. Est-ce que c'est l'expression d'une autonomie? Oui et non. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est un des 3 besoins psychiques innés d'après la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, mais il ne faut jamais oublier les 2 autres, à savoir l'affiliation sociale, donc le lien social, et les compétences. Et la transgression, quand on dit la transgression, en fait, il y a aussi des travaux de recherche qui ont porté dessus et qui ont typologisé la transgression. Donc, celle dont vous parlez, c'est la transgression dite fonctionnelle, celle auquel les acteurs ont recours dans les organisations renégates comme normales, on va dire, comme ordinaires, parce qu'ils se sentent empêchés pour bien faire leur travail. Donc, se sentant empêchés, ça rejoint aussi la distinction travail prescrit et travail réel, ils ont recours à cette transgression pour atteindre leurs objectifs. Mais Lépron, elle a étudié les chirurgiens, donc dans tout ce qui est de plus classique, normal et régulé, et procéduré d'ailleurs. Elle a distingué 3 autres types de transgressions. Les transgressions culturelles, politiques et économiques. C'est-à-dire quand les acteurs vont chercher soit des ressources pour satisfaire leurs objectifs, parfois leurs objectifs personnels et non pas les objectifs de l'organisation, soit transgressent pour pouvoir garder du collectif, garder des liens avec des personnes de leur métier, des liens avec des personnes avec qui ils veulent continuer à être en relation. Donc ça, c'était économique et culturel. Et politique, là, on est plus dans un rapport de pouvoir. Donc la transgression dans le cadre d'une organisation dite renégate, ou voilà, à la limite du légal ou hors du légal, je la vois plus du côté des transgressions économiques et politiques que du côté des transgressions fonctionnelles et culturelles. Et dans ce cas, c'est moins l'exercice de l'autonomie que la recherche de la satisfaction d'autres objectifs voilà, qui ne sont pas ceux qu'on étudie quand on étudie la motivation au travail. Alors, on a beaucoup parlé de séries américaines. On va passer à une série française, là aussi, qui a eu un grand succès et qui, moi, particulièrement, m'a plu. C'est le Bureau des légendes. Donc, cette série qui s'intéresse au service de renseignement extérieur français. On y voit une tension permanente entre la loyauté à l'institution et l'autonomie des agents, particulièrement à travers le personnage de Malotru. Est-ce que cette tension, elle décrit ce que vivent de nombreux cadres qui sont pris entre l'engagement personnel et la défiance des structures à l'échelle globale, mais je pense aussi, par exemple, aux nouveaux outils de surveillance des salariés. Qu'est-ce que vous observez ? Alors moi, ce que j'entends dans votre question, c'est qu'il y a un point aveugle, c'est celui le point du sens du travail. Parce qu'effectivement, ce que vous décrivez sur les cadres qui peuvent, à un moment donné, ressentir une tension entre la loyauté et la surveillance, en fait, si je comprends bien, c'est ça la question. Elle passe sous silence cette question de pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et pourquoi est-ce qu'on me surveille pour s'assurer que je le fais bien ou pour m'empêcher de le faire autrement. Et cette question du sens du travail, il me semble que dans le Bureau des légendes, elle n'est jamais vraiment mise en question. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de rassurant, c'est qu'on sait que chacun des agents garde en vue, même si il va parfois viser autre chose, donc notamment sauver la vie d'une personne qui lui est chère, hein, pour Malotru, et donc trahir quand même pour ça. Néanmoins, jamais aller trop loin en détournant ses yeux de la raison pour laquelle il s'est engagé et pour laquelle il est dans ce métier. Donc je pense que le point commun il serait plutôt là, plutôt que dans le ressenti d'une tension entre quête d'autonomie et refus d'une forme de surveillance. Et la loyauté de l'organisation, elle est quand même très très liée au sens du travail dans la série.
Et je pense que c'est aussi le cas, en fait, pour beaucoup de cadres, j'allais dire pour le meilleur ou pour le pire, quelquefois. C'est-à-dire que soit de façon très lucide, en sachant exactement quels sont les objectifs de l'organisation et pourquoi on y est, soit parfois parce que l'organisation fait tout pour, justement, coloniser quelque part l'imaginaire de ces cadres et ne pas leur laisser d'espace d'imaginaire, de créativité pour essayer d'exprimer leurs compétences ailleurs, alors même qu'ils ne s'y retrouvent plus vraiment. Alors c'est tous les phénomènes notamment de greenwashing, mais qui font aussi quand même pas mal l'objet d'études, d'analyses et de critiques, y compris à l'intérieur des organisations. Alors, on peut servir de la fiction comme outil d'analyse et d'enseignement, mais il y a une initiative, donc un programme, la Red Team Défense, qui là se sert de la fiction pour faire de la prospective. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette initiative qui est évoquée dans l'ouvrage? Oui, oui, tout à fait. C'est le dernier chapitre, alors qui est teasé dès le début par l'introduction de Romain Pironnet, parce que c'est le seul chapitre en fait qui ne porte pas sur une série télé, mais qui prend le cadre d'analyse de la série télé pour analyser une réalité qui elle-même visait à mettre la fiction au service de la réalité et de la transformation stratégique d'une organisation, et pas des moindres, puisque c'est les armées. Donc c'est vraiment une ambition très forte. Donc ce programme, il a existé. Je ne sais pas, je n'ai pas accès aux informations s'il va être renouvelé, mais en tout cas, il a existé. Il était à l'initiative de l'ancienne ministre des Armées, Florence Parly, qui a mis en place donc ce Red Team Defense, qui était un programme sur 4 ans, on va dire, de 2020 à 2023, séquencé en 4 saisons. Ça, c'est l'analyse qu'en font les 2 autrices qui ont participé à ce programme, à savoir Sonia Adam Le Dunois et Marie Roussy, qui ont été l'une plutôt au service opérationnel et l'autre ingénieur de recherche dans ce programme-là. Et donc l'objectif de ce programme, c'était de mettre à contribution des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices de science-fiction pour compléter, je mets compléter, mais c'était vraiment l'idée, c'est qu'ils créent, mais qu'ils apportent des compléments réflexifs et des compléments créatifs aux travaux prospectifs déjà existants au sein de l'armée, afin de permettre aux armées de se préparer à de nouvelles menaces qu'elles n'arrivent pas à imaginer par elles-mêmes, en fait. Oui, le sous-titre est d'ailleurs « Ces guerres qui nous attendent ». C'est ça, voilà, sur une perspective, sur un horizon 2030-2060. Donc le chapitre, lui, il analyse le processus, donc avec cette grille d'analyse en termes de série, et en essayant de comprendre aussi ce que ça a pu apporter, quelles en sont les limites, y compris en termes de récurrence, dans la mesure où la répétition engendre parfois justement une perte en créativité, une perte en radicalité. Enfin, l'objectif était vraiment, si j'ai bien compris, de bousculer les représentations et les travaux existants pour pousser la réflexion des armées et de ceux qui prospectent dans l'armée plus loin. Alors évidemment, on ne sait pas aujourd'hui, enfin en tout cas je dis évidemment parce que j'ai pas vraiment cherché, et je pense qu'il y a aussi une part de confidentialité autour de ces aspects-là. Donc je ne sais pas si ça va être renouvelé et comment ils vont s'inspirer des résultats des travaux des collègues pour revoir ce dispositif. Mais en tout cas, c'était effectivement extrêmement intéressant d'inverser un peu la perspective et de voir comment la fiction peut être mise au service du réel, puisque c'est vraiment une transformation stratégique des armées qui est visée avec ce travail. Pour conclure, Claire, est-ce que vous pouvez rapidement nous conseiller 3 ouvrages pour pousser la réflexion? Oui, alors je ne peux pas ne pas conseiller Comprendre le management avec la Casa des Papel de Mathias Spierglas, qui a été publié en 2023 aux éditions Management et Société, donc comme notre ouvrage. Toujours un peu dans la même collection, il y a une réédition du petit traité de management qui maintenant s'appelle Comprendre le leadership avec Game of Thrones. Donc Mathias a aussi fait la préface, et c'est un ouvrage c'est une réédition donc, de l'ouvrage de Marine Agoguet et Cyril Sardet. Et enfin, pour quitter un peu les éditions Management et Société, aux éditions L'Harmattan, il y a 2 tomes d'un gros ouvrage collectif du coup qui s'appelle Littérature, Management et Travail, qui a été coordonné par Rebecca Dicasson, Alain Max Gannett et Fabien de Gézère, qui regroupe donc plusieurs contributions autour de la littérature cette fois-ci et du travail. Donc je vous recommande chaudement. Claire, merci beaucoup pour ces conseils lecture. Alors, le management en série, saison 1, scénariser, produire, mettre en scène le management avec les séries TV aux éditions Management et Société, c'est déjà disponible. Et vous avez aussi dirigé seul cette fois saison, donc la revue des séries, le numéro Management en série avec des articles des mêmes auteurs et autrices, mais inédits cette fois,
pour celles et ceux qui n'ont pas la patience d'attendre la saison 2, j'imagine. Claire, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur le plateau de Période d'essai.